Bienvenue sur Chaud News pour cet entretien spécial avec l'ancien Premier ministre français Dominique de Villepin. Merci d'accepter de répondre à nos questions, Monsieur Merci à Dominique vous de de Villepin. m'accueillir. Ce n'est pas votre première visite en Algérie, mais c'est une visite un peu particulière. Vous êtes venu donner une conférence à l'École supérieure des affaires et apparemment ça s'est très bien passé. Vous avez pourtant parlé de silence, Monsieur le Premier ministre. Vous savez parler aux gens. Quel est votre secret? Quel est le secret déjà du thème choisi pour votre conférence? Le thème choisi, c'est un thème dont nous parlons beaucoup, les uns et les autres, citoyens, responsables économiques, responsables politiques, qui est tout ce que nous ne disons pas mais que nous aimerions dire et que nous avons à dire pour avancer. Et je me suis posé la question de savoir ce qui était nécessaire à cet instant, dans ce moment très particulier de l'histoire, où les Français et les Algériens veulent avancer, ils veulent avancer plus vite ensemble, mais en même temps, il y a un héritage qui est un héritage parfois pesant, qui est fait de non-dits, qui est fait de malentendus, qui est fait d'incompréhension, qui est fait de souffrance. Et cet héritage, il faut arriver à le formuler avec des mots. Alors beaucoup de choses, beaucoup de travail a été fait. C'est vrai des présidents successifs qui se sont employés à trouver justement les mots justes pour le dire. Mais je crois que c'est un thème en soi, entre les Français et les Algériens. Nous avons une culture commune, une compréhension commune des choses. Et donc revenir sur ce chemin de l'histoire, revenir sur les devoirs qu'ont créé l'histoire entre nous, cette histoire qui aujourd'hui nous oblige vis-à-vis des nouvelles générations, me paraissait un moment important, alors que le monde s'accélère, la vie économique, la vie internationale s'accélère. Plus que jamais, nous avons intérêt à être les uns et les autres soudés, et donc à faire en sorte que tout ce qui n'a pas été dit puisse aujourd'hui éclore. Comme dirait la chanson, est-ce que vous pensez que la France et l'Algérie passent trop de temps à échanger leur silence et donc à ne pas parler? C'est un exercice que nous avons beaucoup pratiqué au fil des dernières décennies. Mais c'est vrai que nous avons progressé et nous nous sommes attelés non seulement à élaborer à partir de ces silences, leur donner un sens, leur donner un contenu, en faire une force, mais aussi en faire une action. Regardez combien nous agissons ensemble aujourd'hui en matière économique, combien nous agissons ensemble en matière de coopération, dans le domaine du renseignement, dans le domaine de la sécurité, combien nous agissons ensemble face aux menaces régionales, internationales. Donc nous avons réussi à transformer ce silence en action, et je crois que c'est la grande clé. Il faut bien sûr pouvoir nommer les problèmes, nommer les douleurs, nommer les souffrances, mais il faut pouvoir aussi et surtout aujourd'hui travailler ensemble, faire en sorte que cette proximité que nous a donnée l'histoire et la géographie se transforme en une force pour les générations futures. On le dit souvent, d'une génération à l'autre, le silence se transmet. Le silence des pères était devenu celui des fils. Le silence des maris était devenu le silence des épouses. Eh bien, à un moment donné, il faut avoir le courage, avec des mots, d'affronter cette pesanteur de l'histoire, d'affronter ce silence de l'histoire pour en faire un héritage commun, vivant, partagé. Donc justement, il faudrait, selon vous, qu'il y ait de nouvelles générations pour mettre fin à ce cycle de silence. Est-ce que vous insinuez d'une certaine manière qu'avec un jeune président français, la France a pris les devants et a commencé à briser le silence avec l'Algérie? Est-ce qu'on peut l'envisager? Oui, mais le travail a été bien engagé. Regardez le travail fait successivement par les présidents depuis Jacques Chirac. C'est un travail continu. Vous savez, c'est pas un travail qu'on peut estimer fini une fois pour toutes. Non, ce devoir de parole, ce devoir de lucidité. Regardez le travail que nous avons engagé sur le plan des archives. La France donne une copie des archives coloniales à l'Algérie, mais les choses ne s'arrêtent pas là. Nous nous sommes engagés à restituer les crânes des martyrs algériens du XIXe siècle. C'est un geste, tout cela a valeur de symbole, mais d'autres gestes doivent suivre, d'autres gestes, d'autres actions doivent être nourries par ces gestes, et tout cela contribue à faire en sorte que la confiance puisse être plus forte entre nous. Une fois de plus, le silence nourrit parfois des incompréhensions et des malentendus, là où l'action fortifie la confiance, l'envie de travailler ensemble, l'envie d'avancer ensemble dans un monde qui est tous les jours plus incertain et plus dangereux. Donc il est encore plus important aujourd'hui d'affronter les problèmes du monde
de façon rassemblée, réunie. Vous avez été, vous êtes toujours proche de l'ancien président français Jacques Chirac. Vous avez été son secrétaire général de l'Élysée, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'Intérieur, puis Premier ministre de 2005 à 2007. Vous le connaissez très bien. Est-ce qu'il a été le premier à engager un peu le renouveau de la relation franco-algérienne, notamment après sa visite en 2003? Il a succédé. Avant lui, c'était des relations assez compliquées. Est-ce qu'il avait cette volonté, Jacques Chirac, d'ouvrir une nouvelle page entre les deux pays, notamment avec ce fameux traité d'amitié? Alors, il avait une volonté et il avait aussi une bonne raison de porter cette responsabilité. Il avait vécu la guerre d'Algérie dans sa chair. Il avait été ici, sur ce territoire, sur cette terre qu'il adore. Il avait été présent et donc l'idée d'être l'un des artisans de la transmission, de ce changement si important pour nos deux pays, cette transformation d'une histoire lourde, parfois pesante, en une chance. Il l'a conçu, il l'a voulu, il l'a souhaité, il en a rêvé. Et le projet de traité était bien ce quelque chose vers lequel il voulait avancer. Et il avait le sentiment, de part et d'autre, parce que sa relation est infiniment forte avec le président Bouteflika, que sa génération devait se fixer pour but d'alléger le regard et d'alléger l'avenir des nouvelles générations. Et c'est bien ce à quoi il s'est attelé, à faire passer un cap à nos deux sociétés. Le pouvoir peut beaucoup de choses, mais à un moment donné, c'est à la société de prendre en main et en charge ce changement de regard. Et donc aujourd'hui, vous, les jeunes générations, vous êtes en charge. Vous êtes en charge de prendre en main ce qui est légué par cette génération qui a connu la guerre, qui a connu les drames, qui a connu la souffrance, qui a connu les deuils, qui a connu les incompréhensions. Eh bien, vous êtes en charge de transformer tout ça en quelque chose qui, dans le monde dangereux que nous connaissons, doit devenir une force. Est-ce que cette vision n'a pas été un peu gâchée en 2005 par la proposition d'un projet de loi sur les effets positifs de la colonisation? Alors, vous savez à quel point il était lui-même... opposé, mais c'était sous sa présidence. Oui. C'est vrai, mais à quel point il était réticent et à quel point sa vision à lui était différente. Et il a souhaité ardemment pouvoir contribuer à effacer ce regard particulièrement daté et erroné par rapport à l'histoire, reconnaissant à quel point la colonisation avait pu être vécue par des millions d'Algériens comme une injustice, comme un rapport de domination, comme un rapport de négation, comme un rapport de dépendance. Et cette inégalité-là, elle est une atteinte à l'idée que nous nous faisons de l'humanité. Et il était important que pour la France, cela soit dit, cela soit porté, cela soit affirmé sur la scène publique. Et cela nous amène à cette fameuse déclaration du 14 février 2017. Nous parlerons plus tard de la déclaration du 14 février 2003, vous en savez quelque chose. C'était ici même à Alger, Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, dit que la colonisation est un crime contre l'humanité et qu'il faut s'excuser auprès de toutes celles et tous ceux qui en ont été victimes. Êtes-vous d'accord avec le candidat devenu président ? Oui, je suis d'accord, d'autant plus que, vous le savez, un homme ne change pas. Un candidat et un président, c'est une seule et même personne. Et le corps privé du roi, comme on dit, et le corps public du roi, c'est une seule et même personne. Pourquoi ? Parce qu'à la base de tout cela, il y a une conscience. Il y a une conscience qui s'interroge sur l'histoire, sur le sens de l'histoire, sur le rapport entre les hommes. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a une dette. Il y a une dette et il y a une souffrance. Quand je regarde en arrière, ma famille a habité en Algérie, ma famille a habité au Maroc, je suis né au Maroc, mon frère est né en Algérie. Nous voyons bien à quel point les regards ont été piégés, faussés, biaisés. Et il nous faut aujourd'hui être capables de sublimer, de dépasser tout cela. Donc, quand le président fait référence, candidat ou pas, à un crime, oui, crime il y a eu. Alors, faut-il faire référence à une notion juridique, datée, codée, souvent en référence à d'autres lieux et d'autres histoires? Il n'en reste pas moins que oui, il y a crime
crime contre une certaine idée de l'humanité, crime contre l'humain, comme il l'a dit ici. Le lendemain, à Toulon. Absolument, et j'ai moi-même employé la formule également auparavant. Et c'est bien cette réalité qui doit aujourd'hui nous retenir. Ne nous laissons pas piéger par les formules, sachons apprécier les mots dans leur intensité, oui, crime contre l'humain, contre cette idée de l'humanité qui aujourd'hui est la nôtre, et celle de notre République, et celle que nous partageons et qui doit nous conduire à peut-être mettre des bouchées doubles quand nous voyons le temps que nous avons perdu, quand nous voyons les exigences du temps d'aujourd'hui, pour justement agir mieux et agir plus fort ensemble. Est-ce que vous avez l'impression que les deux pays ont déclenché cette volonté de dépasser le passé, d'aller vers l'avenir? Alors oui, et je pense que cette visite, de ce point de vue-là, fait date. Elle fait date quand le président Emmanuel Macron a le souci de défendre de nouveaux instruments, de choisir de nouveaux secteurs pour engager l'énergie de nos deux pays, quand il met en avant les nouveaux domaines de l'écologie, du numérique, quand il veut mettre en place de nouveaux dispositifs, comme un fonds d'investissement entre l'Algérie et la France. Je crois qu'il veut mettre en avant cette exigence quand il se soucie des aspirations de la jeunesse algérienne et veut mettre en avant la volonté de la France d'accompagner sur le plan de la formation cette jeunesse, qu'il s'agisse de propositions d'écoles dans le domaine du numérique. Je crois qu'il a le souci de l'exemple et surtout, et c'est essentiel, le succès de mettre en avant des projets qui marchent. Et c'est fort de ces projets qui marchent que nous trouvons alors la force d'aller plus loin. Nous avons besoin de succès ensemble. Vous savez, c'est comme une équipe de foot, elle est bonne et elle se constitue quand elle marque des buts. Alors que la France et l'Algérie, au sein d'une même équipe, marquent des buts ensemble, au service de l'idée que nous nous faisons de l'avenir, eh bien, nous serons tous les uns et les autres plus forts, et notre amitié en sortira, notre affection en sortira renforcée. Alors très exactement 14 ans avant cette déclaration, jour pour jour, nous sommes le 14 février 2003 à New York, Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous prononcez un discours en tant que ministre des Affaires étrangères. Nous sommes à quelques mois du début d'une guerre certaine. Vous répondez un peu à Donald Rumsfeld qui avait un peu critiqué la France, qui avait parlé d'une vieille Europe. 14 ans plus tard, vous pensez que vous avez eu vraiment raison, mais est-ce que le fait de ne pas avoir empêché la guerre est peut-être un échec aussi? Alors, vous avez raison. Il n'y a pas du tout d'autosatisfaction dans la démarche qui a été la mienne à cette époque. D'abord, j'étais sous l'autorité du président Jacques Chirac, la voix d'un pays et d'un peuple, mais surtout la voix d'une expérience, la voix de quelque chose que nous avons appris à travers notre histoire. Nous l'avons appris ici, en Algérie, nous l'avons appris sous Napoléon dans la guerre d'Espagne, toujours sous Napoléon dans la campagne de Russie, nous l'avons appris au Vietnam. Les interventions militaires, quand elles sont systématiques, quand elles ne s'accompagnent pas d'une stratégie et d'une vision et d'une volonté politique, elles sont vaines. Et elles meurtrissent des peuples, elles détruisent des sociétés et des États, et elles ne nous font pas avancer sur le chemin de la paix. La paix, ce n'est pas le résultat de la fin des armes. La paix, c'est une construction, c'est une ambition, c'est une volonté. Et donc, je pense que la leçon, nous devons aux nouvelles générations cette leçon de l'histoire. Nous la devons en Afghanistan, nous la devons en Irak, mais depuis, combien de bêtises encore en Libye, aujourd'hui au Yémen et au Sahel, nous voyons que la tâche est immense. Donc, ne cédons pas à ce sentiment qui souvent naît de la peur que la force va tout régler. Non. La force peut ponctuellement, dans certains cas, encadrée par la légitimité internationale, appuyée sur la volonté des pays voisins, peut constituer un élément d'une solution. Mais la solution, elle est toujours politique. On a pensé que éradiquer l'État islamique en Syrie, immédiatement, la paix serait restaurée. On le voit bien. Nous sommes très loin du bout du chemin pour organiser une transition politique et régler le problème de la Syrie. Et il en va de même en Irak. Donc je pense qu'il nous faut de la lucidité. La France, en 2003, a eu le courage,
avec beaucoup d'amis, et je me rappelle... Notamment l'Allemagne de Gerhard Schröder. L'Allemagne, c'est vrai, la Russie, l'Algérie. Moi, je me rappelle les conversations avec mon homologue algérien et avec le président Bouteflika, qui accompagnait et soutenait l'ambition qui était la nôtre. Donc, nous n'étions pas seuls. Une grande partie de la communauté internationale était là. Mais si nous avons eu une satisfaction, c'est celle d'avoir empêché les Nations Unies d'être détournées. Les Nations Unies n'ont pas endossé la guerre. Les Nations Unies n'ont pas donné aux États-Unis, à l'Angleterre et à d'autres pays la légitimité d'une intervention militaire. Et nous avons surtout évité ce fossé qui se serait constitué entre le monde arabe et l'Occident et qui aurait résulté d'un choix partisan fait par un pays comme la France en soutien aux États-Unis qui, une fois de plus, aurait un peu plus accru le malentendu, voire même nous aurait fait avancer vers cette fameuse guerre des civilisations dont on parle tant. Donc je crois qu'il était important que notre voix, résolument, ne se situe pas dans ce camp de la guerre, mais bien dans le camp de la bonne volonté, de ceux qui voulaient croire qu'il y avait un autre chemin possible, par le biais multilatéral, par le biais des Nations Unies, et nous nous retrouvons avec un retour à la case départ sur la question iranienne. Nous avons un accord avec l'Iran, un accord international qui a été signé en 2015. Faut-il déchirer cet accord aujourd'hui comme le veut Donald Trump? Faut-il défendre la force et la légitimité de cet accord? De la même façon, en ce qui concerne la démarche à soutenir vis-à-vis de la Corée du Nord. Donc vous voyez bien que l'histoire de ce point de vue-là se répète et qu'il faut avoir le courage de défendre notre position. J'ai rencontré ce matin le Premier ministre algérien, le ministre des Affaires étrangères, et je sais que cette conviction, nous la partageons. Nous la partageons sur la Libye, nous la partageons sur la situation au Sahel. Il faut mettre en avant tout ce qui peut concourir à la recherche de solutions négociées et pacifiques. Le développement, c'est l'ambition du président Macron. Bien sûr, la sécurité est un élément essentiel au Sahel, mais n'oublions pas le développement et la diplomatie, la politique, comme élément pour accompagner un processus. Avant de revenir à vos rencontres d'aujourd'hui, vous avez évoqué la Russie. Vous avez dit que vous étiez dans le même camp en 2003. Vladimir Poutine était président. Est-ce que nous ne sommes plus dans la même configuration aujourd'hui? La France n'est pas l'allié de la Russie. Comment est-ce que vous l'expliquez ça? Est-ce que vous regrettez le fait que la Russie soit mise au banc de la communauté internationale par l'Union européenne et les États-Unis? Le fossé s'est créé avec la Russie depuis la fin de l'Union soviétique. Il y a eu une occasion qui s'est présentée au moment de l'effondrement de l'Union soviétique et sans doute les pays européens, les pays occidentaux n'ont pas eu la bonne attitude et la bonne réaction. Nous aurions dû tendre la main, nous aurions dû accompagner ce pays fragilisé, humilié par l'histoire, pour l'aider à se reconstruire. Ce n'est malheureusement pas ce qui a été fait et nous en payons un peu le prix aujourd'hui. Alors certes, Vladimir Poutine a eu le souci de refaire l'unité de son pays, de fortifier un esprit national contre parfois les pays européens et les pays occidentaux. C'est les affaires de Géorgie, c'est l'affaire de l'Ukraine, c'est la question de la Crimée, qui sont des questions difficiles et douloureuses, qui sur le plan des principes, nous ne pouvons pas les accepter. De la même façon, l'empoisonnement à Salisbury, l'utilisation d'armes chimiques sur le territoire européen, nous ne pouvons pas l'accepter sans rien dire. Ceci dit, vous me permettrez d'affirmer fortement ma conviction. Le destin de l'Europe ne se joue pas contre la Russie, il se joue avec la Russie. Nous avons besoin de retrouver langue avec la Russie, de retrouver une concertation et une coopération avec la Russie. C'est particulièrement vrai dans le domaine de la sécurité, mais c'est vrai aussi dans le domaine du développement. Le président Poutine vient d'être réélu, il est dans son 4e mandat, il fait face à un défi économique extrêmement important. Sur ce terrain, il a besoin aussi de la coopération avec les pays européens. Donc je crois que non seulement nous avons besoin de la Russie pour régler et avancer dans la réponse au drame ukrainien, pour avancer dans la réponse au drame syrien, mais sur les questions même de notre étranger proche, l'avenir de l'Europe, eh bien nous avons besoin aussi de travailler ensemble. Donc je veux croire que nous saurons trouver les forces d'imagination, de générosité pour trouver les bases
d'une nouvelle action et d'une nouvelle coopération avec Moscou. Vous avez rencontré le Premier ministre, Ahmadou Yahya, le ministre des Affaires étrangères, M. Abdelkader Messahel. Il y a beaucoup de sujets où la France et l'Algérie sont sur la même longueur d'onde. Sur l'histoire, on n'est jamais d'accord, mais on est toujours d'accord sur les questions internationales, à part la question du Sahara occidental. Beaucoup de sujets, à commencer par les défis immédiats. Les défis de la sécurité. Notre coopération en matière de sécurité, en matière de renseignement est très étroite. Nous avons beaucoup à apprendre de l'expérience algérienne et beaucoup à partager à partir de ce que l'Algérie a vécu dans la décennie noire et après. La connaissance qu'a l'Algérie de la situation sahélienne, de l'ensemble des pays voisins, en particulier de la Libye, est évidemment très importante pour nous. Donc oui, de ce point de vue-là, la concertation très forte entre nos diplomaties est un gage d'efficacité et de succès. Et nous avons besoin de marquer des points si nous voulons éviter que cet engrenage de la guerre, de la violence, ne gagne un peu plus. Nous voyons bien que la situation en Libye est loin d'être stabilisée. C'est un défi majeur pour l'Algérie, mais c'est un défi majeur aussi pour nous, Européens. Donc de ce point de vue-là, nous devons, et c'est ce que font nos deux gouvernements, unir nos forces pour essayer d'apporter les meilleures réponses possibles. Il est évident que l'expérience de l'Algérie et la suspicion que l'Algérie porte vis-à-vis de toute intervention militaire me paraît aussi être une expérience que nous devons tout le temps méditer et partager davantage. Vous avez parlé de la Syrie, du Yémen et de la Libye, Monsieur le Premier ministre. Selon vous, l'Algérie a-t-elle bien fait d'échapper au printemps arabe? Je crois que l'Algérie a conscience depuis longtemps de son destin singulier. Et on a toujours raison quand on avance dans la fidélité à ce qu'on est. Il y a une expérience algérienne propre. L'Algérie a fait avant tous les autres pays arabes l'expérience du drame, du fanatisme et du terrorisme. Et ça a conduit le peuple algérien, les autorités algériennes à en tirer un certain nombre de leçons, un certain nombre d'exigences dans la conduite des affaires publiques. Et je crois que l'Algérie a donc évité un certain nombre de risques, un certain nombre d'égarements. Alors cela crée des obligations ardentes, répondre tous les jours davantage aux aspirations de la population, à la modernisation, à l'ouverture. Et de ce point de vue, et c'est une chance historique pour l'Algérie, il y a des perspectives extrêmement fortes pour l'Algérie en relation avec l'Union européenne, en relation avec l'Afrique, compte tenu du développement de son industrie, de son économie, compte tenu de ses atouts originels. Donc je crois qu'à partir de là, oui, l'Afrique a besoin de développer ses coopérations avec l'Algérie, et l'Algérie a raison d'être fidèle au chemin original et originel qui est le sien. L'Algérie a raison de ne pas suivre le chemin du printemps arabe comme la Tunisie, la Libye, l'Égypte ou le Yémen? Est-ce que le printemps arabe peut être réduit à un concept? C'est une expérience qui n'est pas la même en Tunisie, en Syrie ou dans d'autres pays de la région. Je crois qu'il y a eu un mouvement, à un moment donné, qui a tourné court dans bien des cas, qui a avorté dans de nombreux pays. L'Algérie avait ce temps d'avance qui lui permettait d'ouvrir les yeux et de ne pas céder à des pulsions, de ne pas céder à des émotions et de garder la maîtrise de son chemin, la maîtrise de son destin. Je crois qu'en effet, cela a été une chance. Il n'y a pas eu de printemps arabe en Irak, puisqu'il y a eu une guerre bien avant. Est-ce que vous considérez que l'Irak est une démocratie aujourd'hui? L'Irak est sur un chemin nouveau. L'Irak essaye de reprendre langue avec son peuple. Il y a beaucoup à faire dans la perspective d'une stratégie inclusive, et notamment pour faire en sorte que non seulement la majorité chiite, mais aussi les tribus sunnites puissent partager un avenir commun avec l'État irakien. Je pense que dans ce domaine, avec la complexité liée à l'Irak, la présence des Kurdes, d'autres communautés, il y a un chemin exigeant qui doit être fait, mais c'est vrai que le gouvernement El-Abadi a fait du travail, partant d'une situation de grand risque, et nous nous retrouvons, comme en Syrie, dans une situation où il faut faire attention à la convoitise des puissances. Je vois l'Arabie saoudite de plus en plus présente en Irak. Attention à ce qu'à nouveau
le système des dépouilles ne joue pas, que les convoitises s'exacerbent. Nous devons au contraire fortifier l'indépendance, le respect de la souveraineté de ces États, les accompagner dans leur cheminement politique et économique, culturel, mais éviter d'empiéter sur leur souveraineté et sur leur liberté. Je crois que plus l'Irak sera capable d'assumer son destin propre, et plus les puissances qui jusqu'à maintenant sont intervenues, y compris l'Iran, dans ce pays, se tiendront respectueux de l'avenir de ce pays, plus ce pays aura de chances de s'en sortir. Alors pour terminer, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, vos amis et proches disent que vous êtes sous-exploité, sous-utilisé, vous êtes encore jeune, relativement jeune. Est-ce qu'il y aurait un poste, une fonction qui pourrait vous intéresser? Je ne sais pas, l'ONU, l'Union européenne, vous y pensez? En vous rasant le matin, je ne sais pas. Vous savez, bien que français, il y a deux syndromes auxquels j'échappe. Le goût de la rente et le goût des statuts. Je n'ai ni l'un ni l'autre. J'aime infiniment la liberté et surtout, je suis fidèle à ma naissance. Je suis né, vous le savez, au Maroc, j'ai grandi en Amérique latine, j'ai vécu en Asie et j'aime être auprès de mes amis partout dans le monde. J'aime cette liberté. Et essayer de faire progresser un certain nombre d'idées auxquelles je crois, essayer de fortifier une expérience auquel je crois que c'est véritablement, à l'âge qui est le mien, ce que je souhaite le plus, plutôt que d'occuper un poste. Aimeriez-vous servir ailleurs? Ou est-ce que vous considérez qu'en faisant ça, vous servez déjà plusieurs causes? Oui, c'est ce que j'essaye de faire. Servir modestement, humblement, informellement, et je crois que c'est important. Je suis libre quand je parle, libre de défendre l'idée que je me fais de l'intérêt général. Et je pense que cet intérêt général aujourd'hui, il doit nous permettre d'avancer. Il y a aujourd'hui entre la France et l'Algérie la chance d'un intérêt général commun. Il faut tirer des fils, modestement, sans amour-propre, faire en sorte que nous marquions des points, ce dont nous avons le plus besoin, vous, jeunes Algériens, nous, Français, c'est de succès commun. Marquons des buts ensemble et nous serons plus grands, nous aimerons encore plus la France et l'Algérie et nous serons convaincus que nos jeunes auront encore plus de liberté et d'espoir de réussir une vraie vie, une vie commune. Dominique de Villepin, ancien Premier ministre français, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci.